Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fascinant, l'architecture cachée des récits. On va plonger dans la boîte à outils des auteurs pour découvrir ces fondations, souvent invisibles, qui permettent de construire des histoires capables de nous captiver. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous marque, qu'elle reste avec nous longtemps après avoir tourné la dernière page? Ce n'est pas juste l'intrigue. La réponse, en fait, se cache dans une série de techniques littéraires vraiment puissantes. Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Tout commence toujours de la même manière, par les premiers mots. C'est notre tout premier contact avec l'univers du récit. En littérature, il y a un mot un peu technique pour ça, l'incipit. C'est littéralement la porte d'entrée de l'histoire. Alors l'incipit, c'est tout simplement le début d'un roman. Mais attention, son rôle est absolument crucial. C'est lui qui doit poser le décor, nous présenter les personnages et surtout lancer l'intrigue. C'est en quelque sorte la promesse que l'auteur nous fait. Et pour commencer, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, l'incipit qu'on pourrait qualifier de traditionnel, il prend son temps, il met bien tout en place, le qui, le où, le quand. Et de l'autre côté, une approche radicalement différente. L'incipit in medias res, c'est une expression latine qui veut dire au milieu des choses. Et là, bam, on est directement plongé dans l'action, ce qui crée un suspense immédiat. Bon, une fois qu'on est entré dans l'histoire, une question fondamentale se pose. Mais qui est en train de raconter? Qui nous guide? Et là, il est super important de ne pas tout mélanger. Il faut bien distinguer trois rôles. D'abord, il y a l'auteur, la personne réelle, celle qui a écrit le livre. Ensuite, il y a le narrateur. Attention, ce n'est pas l'auteur, c'est la voix que l'auteur a inventée pour nous raconter l'histoire. Et cette voix, elle peut être complètement extérieure aux événements ou au contraire y participer. Et enfin, bien sûr, il y a le personnage. C'est celui qui vit l'action. Parfois, le narrateur est aussi un personnage de l'histoire. Et il y a ce cas très spécial où l'auteur, le narrateur qui dit « je » et le personnage principal sont une seule et même personne. Et là, on parle d'autobiographie. Maintenant qu'on sait qui parle, il faut se demander d'où est-ce qu'il parle. Une bonne image pour comprendre ça, c'est d'imaginer que le narrateur a une caméra. L'endroit où il choisit de la placer va absolument tout changer pour nous. Le terme technique pour désigner ça, c'est la focalisation. C'est tout simplement la perspective, le point de vue choisi pour présenter l'histoire. Ce choix est capital car il va déterminer ce qu'on voit, ce qu'on sait, et peut-être plus important encore, ce qu'on ne sait pas. En gros, il y a trois grands types de caméras. D'abord, la focalisation interne. Là, la caméra est dans la tête d'un seul personnage. On voit par ses yeux, on sait ce qu'il pense. Ensuite, il y a la focalisation omnisciente. Là, le narrateur, c'est un peu un dieu. Il sait tout sur tout le monde, le passé, le futur, les pensées secrètes, rien ne lui échappe. Et enfin, la focalisation externe. La caméra est posée à l'extérieur, elle est neutre, elle se contente de filmer les actions et d'entendre les dialogues, sans jamais savoir ce qui se passe dans la tête des personnages. Il faut savoir une chose essentielle. Ce point de vue n'est pas forcément fixe du début à la fin. Un auteur peut très bien changer de focalisation en cours de route. C'est un outil très puissant pour créer des effets, pour nous faire sentir plus proche d'un personnage à un moment, puis prendre de la distance. Un autre élément fondamental avec lequel les auteurs adorent jouer, c'est le temps. Un bon conteur, c'est un maître du temps. Il peut l'étirer, l'accélérer, le suspendre. Bref, il contrôle le rythme du récit. Pour bien comprendre, il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a le temps du récit, c'est la durée des événements dans l'histoire, par exemple, 20 ans. Et de l'autre, il y a le temps de la narration, c'est l'espace que ça occupe dans le livre, par exemple, 300 pages. Le rapport entre les deux, c'est ça qui crée le rythme. Et pour jouer avec ce rythme, il y a plusieurs techniques. La scène, par exemple, cherche à faire coïncider les deux. Ça donne une impression de temps réel. La pause, comme son nom l'indique, arrête l'action, souvent pour une description. Le sommaire, lui, est un accélérateur. Pendant 10 ans, il fit ceci. Et puis il y a l'ellipse, là on saute carrément une période de temps, 20 ans plus tard. Mais on peut aussi carrément briser l'ordre chronologique. L'analepse, qu'on connaît mieux sous le nom de flashback, c'est un retour en arrière, très utile pour donner une information du passé qui éclaire le présent. Et à l'inverse, il y a la prolepse, un saut dans le futur qui peut créer de l'attente ou un sentiment de destin inéluctable. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien que tous ces éléments, la façon de commencer, la voix qui raconte, le point de vue choisi et la gestion du temps, ce ne sont pas juste des détails techniques, c'est le cœur même de l'art de raconter une histoire. C'est ça, l'architecture invisible. Chaque choix de l'auteur, qui parle, de quel point de vue, comment le temps s'écoule, est une décision mûrement réfléchie. Et c'est la somme de ces décisions qui va façonner notre expérience, nos émotions de lecteur.
Maintenant, avec ces quelques clés en main, la question se pose, quelle sera la prochaine histoire qu'on regardera différemment? Quel livre ou quel film va-t-on maintenant analyser pour essayer d'en percer les secrets de fabrication?